Concernant l'écologie, bah voilà, c'était une erreur de séparer l'écologie de la lutte des classes, parce que ça donne une écologie bourgeoise qui, à mon avis, est l'un des moteurs du Rassemblement national. Je pense que la Nouvelle-France, elle est partout, et aussi bien dans les zones urbaines que dans nos campagnes à nous. Et c'est la première fois que je voyais à Magnac-Laval 300 personnes en réunion publique, quand certains avaient tout fait pour justement étouffer les réunions. Vous avez eu une énorme convergence de tous ces gens qui se mobilisaient pour la préservation d'un service public de qualité et digne. Sur les ronds-points, sous l'effet justement des sociabilités, eh bien, les divisions internes aux classes populaires, le rejet des plus précaires avaient tendance à se restreindre au profit avec une opposition aux élites. Et de fait, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas structuré autour du rejet des plus pauvres, des immigrés. Une inquiétude très forte, par exemple en Creuse, sur les lignes de train. Je pense à la mobilisation du collectif de Saint-Sébastien à propos donc, de la gare et de son arrêt. On voit effectivement la déperdition d'un service public qui marchait très bien auparavant et qui ne cesse de se détériorer. Bonjour à tout le monde, de nouveau. Le thème qu'on a posé pour cette table ronde, c'est comment résister aux dégâts du capitalisme en ruralité. Parce que le capitalisme en ruralité, c'est pas un concept abstrait, c'est une réalité qui est quotidienne, qui est cruelle. C'est la disparition des services publics, c'est devoir faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Évidemment, c'est le coût de l'essence qui explose et donc c'est des difficultés à se déplacer. C'est aussi des difficultés à se chauffer. Il y a beaucoup de personnes qui se chauffent au fioul, donc ont des chaudières au fioul. C'est ruineux de se chauffer, mais d'un autre côté, ça serait tout aussi ruineux de devoir changer son système de chauffage. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, d'autant plus qu'il y a énormément de passoires thermiques en ruralité. C'est aussi des familles monoparentales qui galèrent. C'est des paysans poussés à bout par des logiques de marché qu'on sacrifie à la concurrence internationale avec des traités de libre-échange. Et je crois qu'on a notamment ici une députée qui s'est illustrée dans la bataille de la ruralité, quand on sacrifie les paysans en abattant leurs troupeaux, voilà. C'est des projets extractivistes à n'en plus finir. Et aussi, c'est être aux premières loges de la catastrophe climatique en cours, parce qu'on est aux premières loges pour assister à la mort des forêts. Là, ça a commencé, la défoliation des arbres, et encore, on n'en est qu'au début, à mon avis. Donc c'est extrêmement impressionnant et extrêmement inquiétant. C'était le cas l'an dernier, notamment même autour du lac d'Aiguzon, pour ceux qui sont un peu du coin. Et donc, face à ce sentiment d'abandon, le risque est grand de nourrir le ressentiment et de voir le repli identitaire gagner du terrain. Et pourtant, la ruralité, c'est un espace de solidarité, de résistance. Et donc, pour explorer ces réalités et pour aussi envisager des pistes de rupture, on a la chance de recevoir des intervenants qui ont des choses intéressantes à nous dire à ce sujet, que ce soit par leur expérience de militants écolos et de militants politiques de manière générale, par leur expérience de sociologues, par leur expérience de linguistes qui a analysé les cahiers de doléances des Gilets jaunes, et par leur expérience d'élus de combat de terrain. Donc merci à nos invités d'être venus, merci à vous d'être venus, et je vais tout de suite passer la parole à Salomé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc la première question assez classique, ça sera: est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît et expliquer en quoi, selon vous, c'est important de lutter sur les questions autour de la ruralité ? Bien, bonjour à toutes et tous. Merci déjà beaucoup pour l'accueil, pour toute cette organisation. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Alors moi, je suis Manon Meunier, donc je suis députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne, c'est-à-dire la partie nord du département, avec 79 communes. Au niveau national, je m'intéresse surtout aux questions agricoles, et Dieu sait si ces 4 dernières années, on a pu avoir des textes et des actualités autour des questions agricoles. Et puis je m'intéresse plus largement, bien évidemment, aux questions des ruralités, parce que mon territoire est largement rural, parce qu'il y a énormément de choses à y faire, et parce qu'il y a énormément de services publics qui disparaissent comme partout. Est-ce que c'est important d'y militer ? Oui, bien sûr, c'est fondamental, parce que moi j'ai une théorie, c'est qu'en fait on est une majorité dans la population, en réalité, à être de gauche. Alors on ne le sait pas forcément tous, mais en réalité on est quand même une très grande majorité à avoir les mêmes intérêts de classe et à se battre contre
contre cet ordre libéral qui nous écrase tous. Et quand on aura tous compris ça, peut-être qu'on pourra gagner à la fin. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Manon également, c'est une question de génération, je pense. Donc, Manon Pingam, moi je suis universitaire, enseignante chercheuse à l'université de Cergy, après avoir fait une thèse à Montpellier. J'ai cette particularité ou ce tropisme d'habiter en ruralité, puisque je vis dans le département de la Creuse, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc, je ne suis pas en train de vous faire mon CV, mais je parle de la mobilité parce que la mobilité, c'est une notion qui est importante et qui structure nos carrières aussi en tant qu'universitaires dans un contexte où les universités sont de plus en plus mises à mal et disons, gérées selon un modèle néolibéral qui devient de plus en plus puissant. Donc, pourquoi se pencher sur la question des ruralités, des mondes ruraux ? Eh bien, parce que en reprenant tous les savoirs qui ont été mis en place, notamment par les études féministes, on s'aperçoit qu'il est important aussi de se situer et d'avoir une réflexivité à propos des terrains que l'on enquête, des discours que l'on investigue, puisque donc moi je suis linguiste, donc c'est la question des discours qui m'intéresse. Et le fait de vivre dans un territoire, alors il y a plusieurs qualifications et dénominations qui existent. Moi, je les nomme territoires hyper ruraux, ces territoires où la densité de population est très faible, comme la Creuse. Eh bien, ça donne un accès qui n'est pas le même que lorsque on est universitaire lié forcément à une grande ville, hein, parce que nos universités sont dans des grandes villes. On a un accès qui est assez inédit et sensible à ces paroles, à ces discours du quotidien, de l'ordinaire, à l'infrapolitique, pour reprendre aussi une notion de James Scott, notamment. L'infrapolitique, c'est tout ce qui passe sous les radars, finalement, toutes ces petites conversations que l'on peut avoir avec ses voisines, avec ses voisins, sur le quotidien. Et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a amenée progressivement à ouvrir donc ces cahiers de doléances sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui ont été produits dans la séquence Gilets jaunes et post-Gilets jaunes, et qui ne sont pas uniquement les cahiers de doléances des Gilets jaunes par ailleurs. Voilà, je reprendrai peut-être un peu plus précisément la généalogie de ces dispositifs dans la suite de la discussion. Et je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Manon. Je remercie à mon tour les organisateurs de l'événement qui ont permis que cette fête populaire se tienne et je les remercie pour leur invitation. Pour ma part, je suis doctorant en sociologie au sein d'un laboratoire qui s'appelle Transition énergétique et environnementale, donc on est un peu dans le thème, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je réalise actuellement une thèse de doctorat en sociologie sur les recompositions des mouvements sociaux contemporains, notamment du mouvement des Gilets jaunes, puis du mouvement anti-pass sanitaire pendant la période du Covid-19. Et je réalise cette analyse à partir d'une étude comparative entre deux territoires qui sont des territoires à dominante rurale, un dans le centre de la France et un dans le sud-ouest de la France, où je suis arrivé pour réaliser ma thèse de doctorat. Et avant cette thèse, j'avais plus précisément réalisé 2 mémoires dans le cadre de mon master de sociologie sur le mouvement des Gilets jaunes, en particulier dans le Berry. Donc il me semble, moi aussi, qu'il est important de se pencher collectivement et de réfléchir aux problématiques rurales pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, d'un point de vue strictement scientifique, il y a 35 000 communes en France, il y en a 30 000 qui sont des communes rurales. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 88% de la superficie du pays, je pense que c'est important d'avoir en tête ces ordres de grandeur, qui sont des territoires ruraux, et c'est à peu près un tiers de la population, 21,5 millions de Français. Dès lors, d'un point de vue même strictement scientifique, il me semble important, pour appréhender, pour saisir ce qu'est aujourd'hui la société française contemporaine, de se pencher sur ces territoires ruraux.
Bon, et puis d'un point de vue politique, il me semble que les responsables politiques, les militants, je pense qu'il y en a un certain nombre d'ici, peuvent difficilement se désintéresser de la vie quotidienne et puis des préoccupations, des besoins, des attentes, des aspirations qui sont celles de millions de nos concitoyens. Bon, historiquement, les rapports entre ruralité et la gauche, on va dire un peu plus large que la France insoumise même, n'ont pas forcément été toujours très simples. Hein. Il y a des rapports qui ont pu être contrariés, même dès le 19e siècle. Si on pense par exemple à l'analyse de Karl Marx sur les paysans parcellaires au 19e siècle, le rôle réactionnaire qu'ils ont pu avoir dans leur soutien notamment à Louis-Napoléon Bonaparte. Au début même de la Troisième République, enfin une des formules qu'on retient d'un député révolutionnaire, communard à l'Assemblée nationale, c'est « majorité rurale, honte de la France ». Il s'adresse alors à des députés monarchistes qui ont été élus par un certain nombre de territoires ruraux. Bon, ça c'est un élément. Après, il existe aussi, pour reprendre le titre d'un journal que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, il y a un rural rouge aussi, ou un rural rouge et vert. C'est le Midi Rouge et Jaurès, c'est les maquis de la Résistance, dont Catherine t'a fait référence dans la tribune qui vient de paraître, là, que vous avez peut-être vu circuler il y a quelques jours. T'as vu, hein, j'ai fait quand même... alors que ta venue a été... que ça prouve que j'ai pas fait il y a très longtemps mon texte pour l'adapter. Et puis, bon, c'est le Larzac aussi, par exemple, donc aussi la contre-culture écolo alternative. Donc, de fait, il y a des territoires ruraux qui sont marqués à gauche. Et d'ailleurs, bon, on a ici Manon Meunier, qui est une députée d'un territoire qui est à dominante rurale, juste à côté de chez nous. Donc, il me semble que c'est important d'avoir ces problématiques rurales en tête, y compris pour la France insoumise, dans la mesure où il me semble que l'adhésion des campagnes, ou au moins d'une partie des territoires ruraux, est quand même indispensable pour l'emporter. Tout à l'heure, Clément, tu disais qu'un enjeu, et là je crois que je suis un peu d'accord avec toi, c'est quand même de prendre le pouvoir d'État si on veut qu'il y ait de nouvelles politiques qui soient mises en place. Et ce qu'on voit quand même en 81, par exemple, quand Mitterrand gagne, il fait à peu près le même score en ville et puis dans les campagnes. Aujourd'hui, de fait, il y a quand même un hiatus dans le vote de gauche entre les villes et les campagnes. Hein. C'est notamment ce qu'ont pu mettre en évidence Thomas Piketty et Julia Cagé dans leur dernier ouvrage. Et il me semble qu'il est nécessaire aussi, peut-être, d'aller chercher dans cette direction-là pour aller trouver les 400 000 voix et quelques qui manquent peut-être pour la prochaine présidentielle. Je passe la parole à Catherine. Merci Samuel. Catherine Couturier, bon, je suis à cette table ronde aujourd'hui invitée et je remercie vraiment les militants qui ont organisé cette fête populaire parce que je crois que c'est vraiment une super réussite. Et si je participe à cette table ronde, c'est plus au regard du travail que j'ai pu mener en tant que députée sur la question de la place de la forêt aujourd'hui. La place de la forêt partout, je vais le dire comme ça, la place de l'arbre. Et là, en ce moment, avec la canicule, on voit bien l'importance justement de la place de l'arbre, mais j'y reviendrai certainement dans la discussion. Sur mon parcours, je suis née en Creuse, j'ai grandi en Creuse, et je suis partie, comme beaucoup, en région parisienne. En ayant grandi dans un département quand même un des moins peuplés de France, et très rural, on ne peut pas dire que ça soit la Creuse, forcément très rural. Et j'ai vécu aussi dans les Yvelines. Et on se dit, les Yvelines, c'est des grandes villes, zones urbaines. Mais il y a aussi des communes très rurales. Et ce n'est pas les mêmes choses d'habiter dans une petite commune à côté de Rambouillet ou dans le Vexin. Ce n'est pas tout à fait les mêmes réalités en termes de ruralité. Et comme l'a dit Manon, il y a des ruralités. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin certainement d'approfondir les questions autour de comment définir nos territoires, quel soit le bon mot qu'il faut utiliser. Parce que certains parlent de le rural, les ruralités, la ruralité. Et donc aujourd'hui, par contre, on a une certitude, c'est qu'on vit tous dans un monde capitaliste, et donc avec toutes ses conséquences.
Et c'est bien de ceci qu'il faut qu'on parle aujourd'hui. Dans cette table ronde, je pense, c'est aussi les conséquences du capitalisme sur nos territoires, là où on habite, qu'on soit parfois dans des villes denses et aussi dans les territoires qui sont moins peuplés. Et donc, voilà, moi, je trouve que, Samuel, tu as parlé de... Puisque tu en as parlé, je vais en dire 2 mots. On vient de publier une tribune qui s'appelle « Le rural en commun avec Jean-Luc Mélenchon » pour porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, justement, l'objet de cette tribune, c'est bien de montrer on est tous dans ce contexte aujourd'hui où le monde capitaliste et le néolibéralisme, eh bien, nous subissons la même chose. Et on fait référence à la période de l'exode rural à la Nouvelle-France. Et peut-être que tout à l'heure, on y reviendra sur cette question de la Nouvelle-France, parce que je pense que la Nouvelle-France, elle est partout, et aussi bien dans les zones urbaines que dans nos campagnes à nous. Bon, moi j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais être bref. En termes de parcours géographique, moi j'ai grandi dans le massif du Mont Blanc, donc c'est un endroit où les impacts du réchauffement climatique sont très très marqués et très visibles, où les glaciers disparaissent, où il y a des pans entiers de montagnes qui s'effondrent régulièrement. Et là aujourd'hui j'habite dans une petite commune maritime aux abords de Lorient. Est-ce qu'il faut partir des territoires? Moi je pense que oui, surtout si l'écologie veut devenir majoritaire. Elle ne peut pas être incarnée uniquement par les centres urbains diplômés et édictés depuis la capitale. Moi quand j'étais dans ce milieu-là, j'ai vu plus de macronistes que de paysans ou d'agriculteurs, par exemple. Et si c'est le cas, on multiplie évidemment les points aveugles. Tu disais qu'il y a des spécificités rurales, comme par exemple la dépendance à la voiture ou à certains modes de chauffage. Donc si on ne prend pas ça en compte, derrière on a un discours qui, pour le coup, apparaît complètement hors sol et un répertoire de réformes ou de demandes qui sont complètement contre-productives, typiquement la taxe carbone. Parce que la taxe carbone, voilà, quand on est dépendant de sa bagnole, c'est pas pareil que quand on est... un petit bourgeois BCBG qui habite en centre-ville et qui peut tout faire, emmener ses enfants à la petite ferme pour môme HPI en vélo, quoi. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes réalités sociales. Ou pareil, il y a une écologie qui s'est développée récemment, qui est l'écologie métropolitaine, qui a été vachement mise en place par les exécutifs écolos qui sont parvenus dans les métropoles. C'est quand les dernières élections 2020 par là, qui a accompagné en fait le mouvement de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des richesses, des élites sociales dans les grandes villes, qui a gentrifié en fait ces espaces et qui a créé du déclassement et de la relégation autour, qui a pu nourrir du coup en réaction des affects favorables au Rassemblement national, parce que c'est des bassins de population qui se disent à un moment donné, la gauche progressiste, sa clientèle politique, c'est les bobos de centre-ville métropolitain. Donc voilà, si l'écologie elle veut éviter de se déporter sur les portions minoritaires de la population, en l'occurrence la gauche bourgeoise, encore une fois j'y reviens, il faut qu'elle reparte évidemment des territoires. Ça nous fait une bonne transition. Alors on va pas forcément faire les questions dans l'ordre, mais dans ces questions de mesures écologistes, qui viennent des métropoles qui semblent parfois imposer et qui culpabilisent et qui frappent au portefeuille les catégories populaires. Il y a la question de la taxe carbone bien sûr, mais aussi la question des ZFE. Et je pense est-ce que quelqu'un peut nous en parler, des ZFE? Oui, ça faisait partie des mesures écologiques à éviter que j'avais mis en avant, donc vu que j'avais... Et peut-être des chiffres sur cette question et donc sur ce qui consistait quand même en un dispositif de discrimination sociale. Peut-être explique ce que c'est qu'une ZFE au cas où. Une ZFE, vous savez, c'est les zones à faible émission qui ont été mises en place dans un certain nombre de villes en France, de métropoles, notamment au-dessus d'un certain nombre d'habitants, et donc qui empêchent de rentrer les voitures qui sont trop anciennes, puisque ces ZFE, les deux critères qui étaient puisque donc le Conseil constitutionnel, vous avez vu, a
retoquées, donc elle dit que c'était un cavalier législatif, et donc elles sont aujourd'hui en vigueur. Il y a 2 critères qui étaient pris en place pour la mise en place des vignettes critères pour les véhicules. Le premier, c'était la date d'immatriculation du véhicule. Le second, c'était le carburant de véhicule. Et donc, on a quand même une statistique autour de ça que vous pouvez retrouver. Je l'ai trouvé sur Géoconfluence. Donc, mais c'est bon, voilà, sourcé. Enfin, y compris, il y a eu des rapports du ministère de la Transition écologique sur le sujet. Hein. Donc, le chiffre, c'est que parmi les 20% des ménages français les plus modestes, il y avait 66% qui possédaient des voitures polluantes, donc c'est-à-dire critères 3, 4, 5, avec ces vignettes, et non classées, c'est-à-dire encore plus polluantes que les 5. Et à l'inverse, dans les 20% les plus aisés, il y en avait 63% cette fois-ci qui étaient propriétaires de véhicules classés 1 et 2. Et donc on a vu, alors tu parlais de la gauche bourgeoise, pour le coup ça a été à l'Assemblée nationale un sujet où il y a eu des positionnements assez divers entre celui de la France insoumise et celui porté plutôt par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Mais ça, Catherine peut sans doute en parler davantage que moi. Moi, je pense que maintenant, on peut aussi en parler. Hein. Je trouve que les ZFE, c'est vraiment l'exemple concret d'une mesure soi-disant écologique, populaire et punitive. Parce que c'est ça. Punitive, pourquoi ? Punitive parce que en sont, je dirais, exclus tous ceux qui sont obligés de prendre la voiture. On a parlé tout à l'heure, Clément en a parlé, de l'importance de la voiture dans nos territoires. Et bien souvent, on a des gens qui ont des petites ressources et qui, du coup, ne pourraient plus aller... On va prendre un exemple concret. La Creuse, que si on a un problème de santé, tu vas où ? Tu vas dans une grande agglomération. Et donc, résultat des courses, comme on n'a plus de transport en commun, eh bien, c'est une punition parce que tu ne vas pas pouvoir aller avec ta voiture qui est un peu ancienne, pouvoir te faire soigner. Et donc, nous, à la France Insoumise, je vous invite à aller regarder le travail qu'a fait Sylvain Carrière sur cette question-là, un député de Montpellier, qui a fait un tour de France pour expliquer justement le côté néfaste pour les classes les plus populaires de cette mesure qui va à l'encontre de l'objectif que nous avons. L'objectif, c'est justement d'avoir des mesures écologiques qui répondent vraiment aujourd'hui aux enjeux de réchauffement. Et voilà, il faut qu'on arrête à un moment donné d'utiliser certainement la voiture, mais pour cela, eh bien, il faut des transports en commun. C'est comme, à un moment donné, mettre, au lieu d'avoir des poids lourds en permanence sur l'autoroute A20 ou sur la 145 qui traverse nos régions, eh bien, d'avoir des lignes et du fret ferroviaire. Voilà, je prends cet exemple-là. Et je vais faire un lien, mais je pense que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est là qu'on mesure l'importance de la proposition portée par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise sur les écorégions. Et je pense qu'on aura l'occasion dans le débat d'y revenir. Oui, parce que, bon, effectivement, donc c'était dans un projet de loi qui est passé il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, projet de loi de simplification de la vie économique. Déjà, quand vous entendez simplification, méfiez-vous. C'était évidemment un projet de loi gouvernemental proposé par les macronistes avec une large panoplie de dispositions. Et c'est le Rassemblement national qui introduit la suppression des ZFE à l'intérieur de ce texte au début, parce qu'eux ont bien compris que c'était une mesure effectivement d'écologie punitive. Et c'est vrai que ça a fait débat chez nous, à gauche. Mais je crois qu'en fait... Enfin, pas chez nous, à la France Insoumise en l'occurrence, puisque nous, on a toujours été clairs, on a toujours été contre les ZFE. Mais effectivement, à gauche, c'est un sujet. Et à gauche, c'est un sujet central, et c'est les ZFE, l'un des exemples clairs de deux différences d'approche, et certainement de l'une des approches qui peut nous faire le plus mal en ruralité. C'est d'un côté l'approche culpabilisation ou approche individuelle, versus l'approche systémique. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que le citoyen ou la citoyenne qui est obligé d'utiliser sa voiture, c'est de sa responsabilité ?
Ou est-ce qu'on considère que c'est le système qui n'a pas suffisamment mis en place de services publics accessibles, qui n'a pas entretenu les lignes ferroviaires, qui a tout fait pour faire en sorte de faire de l'ultra-métropolisation, où en fait tous ceux qui vivent en ruralité n'ont plus de services à proximité? Nous, on considère que le problème, il est bien systémique et que c'est important, en ce sens, quand on fait de la politique aussi, de cesser d'avoir des approches individuelles, culpabilisantes, qui pointent du doigt, finalement, le citoyen qui serait responsable de son activité néfaste, et la plupart du temps, ça fait appel à des questions écologiques derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on a à peu près commencé à déconstruire sur les citoyens, citoyennes. C'est quelque chose qu'il nous faut continuer à déconstruire en ce qui concerne les questions agricoles. Parce que sur les questions agricoles, moi je considère que c'est le même problème. Oui, aujourd'hui, vous avez des agriculteurs et des agricultrices qui utilisent des pesticides, qui vont vers des modèles d'élevage qui ne nous conviennent pas, qui ne conviennent pas au projet de société en termes de méga-élevage, etc. Mais en fait, c'est le système qui pousse à ça. C'est derrière le gouvernement, et le système, quand je vous dis le système, c'est pas la magie, c'est pas on peut rien y faire et c'est fataliste. Non, c'est bien sûr les forces derrière les grands capitalistes qui sont au pouvoir, les bourgeois, il faut le dire clairement, qui tiennent aujourd'hui le pays, et c'est eux qui poussent. On l'a vu dans la loi du plomb, on l'a vu encore une fois dans la loi d'urgence agricole. Sur l'élevage, c'est très clair, ils n'ont qu'une seule disposition. Vous en avez peut-être entendu parler, les ICPE, je ne sais pas si ça vous parle. Je cale ça là parce que c'est quand même important à savoir. Les ICPE, c'est les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un régime qui régit la plupart des élevages bovins, porcins, avicoles. La plupart sont enregistrés en ICPE. Ici, tous les élevages que vous pouvez voir autour de vous, bovins, c'est des élevages ICPE qui sont soumis à déclaration. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste vous déclarez en préfecture. Mais il y a les méga-élevages qui, eux, sont soumis à autorisation. Là, vous avez besoin de déclarer en préfecture, de faire une enquête environnementale, de faire une enquête démocratique locale. Donc, c'est beaucoup plus de paperasse administrative et ça concerne les méga-élevages. La seule chose que sait faire le gouvernement aujourd'hui pour l'élevage, c'est pas de lutter contre le libre-échange et de permettre une juste rémunération et un pouvoir des agriculteurs face à la grande distribution pour qu'ils puissent s'assurer une rémunération correcte. C'est pas ça. C'est de lever les seuils des ICPE soumis à autorisation, de faire en sorte d'aller toujours vers des plus grands élevages avec toujours plus d'animaux et surtout derrière qui sont de plus en plus détenus par des firmes, des grands groupes et des grandes coopératives qui ont des intérêts à l'international, avec de moins en moins d'agriculteurs. Parce qu'il est bien là le résultat, c'est la fuite en avant du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Et en fait, aujourd'hui, on a une réflexion à avoir sur comment on fait. Parce que le gouvernement, quand il fait ces mesures-là, où on pourrait parler aussi d'agrivoltaïsme et de tous les projets d'énergie entretenus, parce que comme l'agriculture ne rémunère plus, certains se tournent aussi vers des projets énergétiques pour rentabiliser. Comment on fait, nous, pour mener la lutte en ruralité, en disant le responsable, c'est le système, et on lutte contre ce système injuste qui pousse aussi le monde agricole à se convertir vers ça, sans diviser dans les ruralités, parce que c'est ça aussi qu'ils attendent. Ils adorent quand vous avez un projet quelque part qui fait que vous avez deux populations qui s'affrontent, qui ont les mêmes intérêts de classe, mais qui, en fait, derrière, en attendant, vous montrez du doigt un responsable, et le responsable, il est plus haut, c'est c'est cet ordre capital qui cherche à nous diviser. Et ça, c'est une grosse question à se poser. C'est pour ça que la responsabilité systémique, elle est centrale à se poser comme question, d'aller chercher, évidemment, le pouvoir, parce que tant que c'est les macronistes qui feront passer en cascade les projets de loi pour aller toujours vers une agriculture détenue de plus en plus par le grand capital, en fait, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin, au contraire, de faire du lien entre nous dans les ruralités, de comprendre qu'on a des intérêts de classe en commun à lutter contre ce système qui nous écrase, parce que en agriculture, en réalité, personne n'a intérêt à aller vers ces modèles-là, parce que vous avez de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de respect pour les paysages, et puis surtout, on ne sera jamais compétitif de toute façon avec les modèles internationaux, que ce soit les fermes de 50 000 bœufs aux hormones du Brésil ou les immeubles de 12 étages à cochons en Chine. On n'y sera pas. On n'y sera pas demain. Donc il y a urgence à bifurquer nationalement et à avoir des politiques protectionnistes pour l'agriculture. Et ça se passe bien au niveau systémique. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu là-dessus, nous, on a une question par rapport au Rassemblement national. Donc on sait que le RN réalise quand même des plutôt gros scores dans les territoires ruraux.
On sait que les explications, elles sont multiples, qu'il y a des raisons qui tiennent à la composition socio-démographique et socio-professionnelle particulière de ces territoires, qu'on ne doit pas oublier. Récemment, le sociologue Félicien Faury, dans un livre marqué intitulé « Des électeurs ordinaires », a aussi rappelé qu'une grille de lecture raciste du monde économique et social reste fondamentale dans la compréhension du vote RN, sans que ce soit évidemment l'unique facteur. D'ailleurs, récemment, on avait circulé une vidéo avec des jeunes qui scandent « Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir » dans une boîte de nuit à Rodez dans l'Aveyron. Évidemment, on ne va pas vous demander de nous faire une théorie complète sur les causes du vote RN à la campagne, mais on aimerait savoir, chacun avec votre point de vue spécifique de chercheurs, de chercheuses, de militants, d'élus, quel petit bout d'explication vous pouviez en apporter. Merci pour cette question qui va me permettre de répondre aussi, d'intégrer la question précédente. Ce dont on se rend compte, en tout cas, moi je ne peux parler que de ce que j'étudie. En l'occurrence, les observables sont ces cahiers de doléances qui ont été rédigé et impulsé d'abord par les Gilets jaunes, il faut le dire, à partir du mois de novembre 2018, donc au moment où, et Samuel, je pense que tu l'as bien étudié, effectivement, donc pour rebrancher sur la question précédente, au départ, c'est une revendication face à cette taxe sur l'essence, mais qui très rapidement, en fait, agrège d'autres motifs de revendication et également des propositions politiques. Donc ces Gilets jaunes rédigent, alors bien sûr, ils réactivent un imaginaire lié à l'Ancien Régime qui est très fort en France, à la Révolution française, en ouvrant eux-mêmes donc sur les lieux de mobilisation, sur les ronds-points, au niveau des péages, des cahiers de doléances où ils vont recenser ces propositions. Et à la suite de ça, en fait, on a toute une séquence institutionnelle dont on a tendance à perdre un petit peu le fil, ou en tout cas dans le récit médiatique qui a pu en être fait, il y a des choses qui manquent. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des initiatives d'élus locaux qui, à partir du mois de novembre, ouvrent leur mairie pour proposer à leurs administrés de rédiger des propositions, donc également dans des cahiers. Et ce n'est qu'ensuite que l'État et Emmanuel Macron récupèrent, centralisent en quelque sorte le dispositif en l'incorporant au grand débat national qui venait d'être lancé. Et par ailleurs, je le précise, sur la recommandation de la Commission nationale du débat public, qui à l'époque était présidée par Chantal Joanneau, et qui très rapidement, en fait, va se faire écarter de l'organisation du grand débat, pour plusieurs raisons. On peut en citer une. Je m'éloigne un peu du sujet, je m'excuse, mais c'est assez important de le souligner. On est en 2018. On est dans cette période où, au premier mandat d'Emmanuel Macron, les acteurs de la civic tech sont très puissants. Donc tous ces prestataires privés, ces cabinets de conseil gravitent dans les ministères et empochent de l'argent. Beaucoup d'argent pour monter des dispositifs et des initiatives comme celle du grand débat national, et ils vont aussi récupérer ensuite les matériaux pour une somme importante qui va donc dans les poches de ces cabinets privés et non pas dans le giron de la recherche publique. On est toujours 7 ans après en recherche de financement, en montage de dossiers, de réponses à des appels à projets pour pouvoir travailler proprement et avec des équipes qualifiées sur ces matériaux. Donc je ferme la parenthèse. On a ces différents dispositifs qui émergent. On estime à peu près le total à environ 225 000 contributions individuelles qui auront été rédigées durant les 3-4 mois de cette séquence. On commence à avoir des corpus stabilisés et propres sur quelques départements, dont la Creuse et la Gironde, qui ont pour particularité de faire partie de la même grande région Nouvelle-Aquitaine, et qui pour autant présentent des caractéristiques très différentes. La Creuse, c'est environ 115 000 habitants, la Gironde, on doit être à 1,7 million, quelque chose comme ça. La Creuse, on l'a dit, c'est pas pour en dresser je suis très attachée à ce territoire, un portrait négatif, mais la population la plus vieillissante, deuxième département le moins peuplé de France, un habitant sur 5 sous le seuil de pauvreté. Gironde, on a quand même toute l'aire en fait métropolitaine autour de Bordeaux qui attire énormément et où il y a une économie qui
qui est présent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des disparités économiques très importantes en Gironde également. Il faut aussi le dire. Et donc, en dépit de ces divergences, lorsqu'on compare donc, ces deux corpus, ces deux départements, on a deux pôles très distincts qui émergent. Un pôle qui est relatif à la citoyenneté politique, je reprends un sociologue anglais qui s'appelle Marshall, donc la citoyenneté politique d'un côté et la citoyenneté sociale de l'autre. La citoyenneté politique, c'est quoi? C'est lorsque les citoyennes et les citoyens revendiquent leur droit à participer à l'exercice du pouvoir politique. Donc c'est les questions en fait de participation. Donc forcément, à l'époque 2018-2019, on a le RIC qui est très fort, hein, la demande pour un référendum d'initiative citoyenne. Donc divers modes de participation qui sont proposés, mis en avant, c'est aussi le contrôle des élus. Et mettre les élus face à leur devoir d'imputabilité politique. C'est-à-dire que quand on confie son vote, en fait, on a une attente aussi derrière. Et donc la possibilité de pouvoir contrôler ce qui s'apparente, et dans le discours, on retrouve ce mot de privilège. Là aussi, le parallèle, il est assez fort avec l'ancien régime et la monarchie absolue. Ce mot de privilège, il ressort énormément, et donc la possibilité, ce qui choque en fait beaucoup, ça va être effectivement le fait d'avoir un chauffeur privé lorsqu'on a été sénateur, de pouvoir continuer de bénéficier d'un logement de la République, etc. Donc ce sont ces questions-là. Et sur le pôle de la citoyenneté sociale, en fait, ça va être la question du droit à un minimum de bien-être et de sécurité économique. Donc c'est la question des salaires, des droits sociaux, donc les retraites, voilà, c'est un des mots les plus importants, hein, que ce soit en Creuse, en Gironde, le mot de retraite, c'est le mot vraiment qui ressort énormément. La question des services publics, très présente également. On parlait tout à l'heure de l'environnement, mais en fait l'environnement, là, il s'agrège aussi à tout un tas d'autres thématiques, comme la mobilité. On en a parlé, la mobilité individuelle avec la voiture, la mobilité collective avec les transports communs, avec une inquiétude très forte, par exemple en Creuse, sur les lignes de train. Je pense à la mobilisation du collectif de Saint-Sébastien à propos donc, de la gare et de son arrêt. Voilà, c'est une ligne que je fréquente beaucoup pour aller à Paris quasiment toutes les semaines. On voit effectivement la déperdition d'un service public qui marchait très bien auparavant et qui ne cesse de se détériorer. C'est la question aussi des impôts, des taxes, sur quoi on va payer des impôts, des taxes, etc. Et pour rebrancher sur la question, je ne l'oublie pas, du vote Rassemblement National, et effectivement de cette étude que Félicien Faury a menée, où il montre que, contrairement à certains discours qu'on a pu entendre, effectivement la question d'un vote identitaire où vont se croiser des thématiques économiques avec la question aussi de l'identité et du racisme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces deux ensembles de discours, en fait, cette thématique, elle est marginale, elle est très marginale. En revanche, c'est pas ce qu'on observe dans d'autres territoires. Et notamment, je pense à un travail qu'on est en train de mener dans les Alpes de Haute-Provence, où il y a aussi de grosses disparités, et notamment les cahiers de doléances de Nice. Là, ce qui va prédominer, c'est les modes, effectivement, d'islam, d'immigration. Donc on a cette thématique identitaire là qui remonte. Donc on a encore tout un travail de cartographie en fait des thèmes, mais en tout cas voilà, ça peut aussi contrer une certaine idée reçue que les territoires ruraux, en fait, c'est ce thème-là qui s'active. Ce n'est qu'une vue, bien entendu, hein, je suis pas en train de dire que les résultats des votes sont ce qu'ils sont, bien entendu, mais en tout cas c'est ça que nous on a observé dans nos données. Sur la question des causes et des explications du vote RN, de fait, elles sont multiples, et il y a eu beaucoup de travaux en fait, en sociologie, en sciences politiques, avant Félicien Faury sur ces questions-là. Par exemple, il y avait eu il y a quelques années un livre, Les classes populaires et le FN, qui était sorti aux éditions du Croquant, qui a été réactualisé finalement il y a quelques années, enfin il y a 2 ans maintenant, sous le titre « Pourquoi tant de votes RN dans les classes populaires ?» Et donc là-dedans, vous avez tout un tas d'explications de facteurs qui peuvent contribuer au vote RN. Et il y a des chapitres qui sont spécifiquement d'ailleurs consacrés aux milieux ruraux.
et aux mondes ruraux de manière générale. C'est celui des politistes Emmanuel Pierreux et Sébastien Vignon. Et leur thèse dans ce chapitre, c'est que le développement du vote RN dans les mondes ruraux résulte en grande partie de la déstructuration des sociabilités dans ces mondes ruraux, des sociabilités notamment associatives, et de la marginalisation d'une partie des habitants. Autrement dit, le vote RN repose sur l'anomie sociale. Après, on pourra d'ailleurs peut-être discuter des solutions. Si on veut lutter contre le vote RN, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisque ça, à mon avis, il faut lutter contre les causes si on veut le faire. Bon, le travail de Félicien Faury est intéressant parce qu'il apporte des éléments supplémentaires, notamment sur l'articulation du social et de l'ethno-racial. Quand on voit l'opposition donc de fractions plutôt stabilisées des classes populaires, plutôt intégrées, même si bon, qu'elles peuvent avoir des difficultés financières, contre les segments les plus précaires qui de fait sont souvent les populations issues de l'immigration. Pas seulement, hein, il y en a, mais quand même, ça en fait partie. Donc c'est des réflexions importantes, mais il me semble, comme tu viens de le dire Manon, enfin là je te rejoins totalement, il faut prendre en compte que c'est une enquête qui a été menée dans le sud-est de la France. Dans le sud-est de la France, qui est un bastion historique de l'extrême droite. Et moi, je pense que ça m'invite à avoir une certaine prudence vis-à-vis des usages politiques, voire politiciens, qui ont été faits parfois dans le champ politique des travaux de Félicien Faury. Et à mon avis, il ne faudrait pas en conclure donc les électeurs RN sont racistes, donc ça ne sert à rien de leur parler, ou les fâchés pas fachos, ça n'existe pas. Bon, c'est sans doute vrai d'une partie de l'électorat, mais bon, voilà, c'est une enquête située dans le sud-est de la France, qui est un territoire historiquement identitaire, avec des rapports, y compris avec la question algérienne, pour des raisons historiques, culturelles, qui expliquent qu'il y a ces résultats, et donc on retrouve visiblement, si je te suis, dans les cahiers de doléances. Ce qu'on a vu justement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, c'est que cette vision du monde social triangulaire qu'étudie, que met en avant tout au moins, que dévoile sur son terrain Félicien Faury, était présente dans d'autres territoires, par exemple dans le nord-est de la France, où le vote RN est fort, dans ces campagnes en déclin, et ce qu'ont mis en avant certains collègues, Raphaël Chalier par exemple, Karine Clément aussi, c'est que sur les ronds-points, sous l'effet justement des sociabilités, eh bien, les divisions internes aux classes populaires, le rejet des plus précaires avaient tendance à se restreindre au profit d'une opposition plus forte, une vision plus binaire, plus protestataire, avec une opposition aux élites qui s'affirmait au fil du mouvement. Et de fait, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas structuré autour du rejet des plus pauvres, des immigrés. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut en retenir. Bon, ceci dit, on ne change pas non plus les visions du monde social des électeurs et donc de ceux du RN en l'occurrence, d'un point de vue politique, comme de chemise, quoi. Les visions du monde social, les habitus, les ethos de ces classes populaires ou de manière générale des habitants des mondes ruraux, ils ont des raisons sociales qui sont quand même très profondes. Donc ça, on peut pas. Et moi-même, par exemple, dans l'étude que j'ai pu mener dans l'Inde, j'ai pu voir qu'il y a eu des conflits internes parfois forts sur certains ronds-points entre des gilets jaunes qui de fait avaient des visions du monde différentes. C'est pas, on l'observe sur plein de terrains. Il y a plein de sociologues qui ont mis en avant cela. Et dans des territoires où le vote RN est fort, mine de rien, il n'y a pas eu non plus une remise en cause totale des divisions du monde social. Donc je pense qu'il faut avoir une vision un peu nuancée sur le vote RN. Je pense qu'on peut en combattre une partie. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille, par exemple, déduire des travaux de Félicien Faury, ce qui n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'on peut en déduire d'un point de vue politique, les électeurs RN sont racistes, je crois pas, et donc, tous, et donc, ça sert à rien, par exemple, d'aller leur parler si on se met dans la posture d'un militant politique. Par contre, il est vrai, que ça s'intègre et que ça a des causes sociales qui sont profondes, et donc, à mon avis, le travail pour les militants politiques, c'est de s'attaquer à ces causes sociales. Tu as fait référence, Manon, dans nos territoires tels que la Creuse, la question de la moyenne d'âge. Le département de la Creuse, c'est 40% plus de 60 ans. Voilà. Et bien souvent, dans ces territoires où l'habitat est très éclaté, il y a un isolement énorme des personnes. Et qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, ils se mettent au frais dans leur maison et ils allument la télé. Ils allument la télé et donc on a
en permanence CNews, BFM, et c'est quoi? C'est le discours de l'extrême droite. C'est le discours, donc, Bolloré. C'est pas pour rien que nous, on dit de toute façon, si on l'emporte en 2027, et j'espère bien, ben, faudra s'attaquer justement à Bolloré. Parce que il va pas disparaître comme ça, et si on veut pouvoir mettre en œuvre notre programme, ben, il faudra s'attaquer à l'empire Bolloré. Alors moi, j'ai fait une petite analyse au lendemain des élections en Creuse sur justement un peu où est-ce que se situait le vote d'extrême droite. Et ben, je vais vous donner quelques éléments. Hein. La ville de Guéret, revenu moyen, à peu près moyenne du département. Voilà. On fait un résultat, la France insoumise. Alors, j'ai regardé sur le résultat des législatives hein, par rapport à justement l'extrême droite. Bon, je suis en tête, largement. Largement. On prend ville de Sainte-Fer, qui touche la ville de Guéret, ville périphérique. Bien souvent, ce sont un habitat en pavillon, de gens qui ont vécu dans le logement social et qui, derrière, il y a une espèce de peur de déclassement ou de revenir à un moment donné. Et le RN fait 70%. C'est la 4e ville du département. Après, on a regardé. Sainte-Fer, on n'a pas de groupe d'action, pas de militants, ou très très peu qui sont très isolés. On a regardé d'autres situations. Le sud de la Creuse, qui est alors vraiment situation revenu médian bien en dessous de la moyenne, mais là, il y a une vie sociale, culturelle, associative, de débat en permanence, et ils ne sont pas derrière la télé, ça c'est, je vous le dis. Eh bien, je fais 70%. Voilà. Et donc, on voit bien que la question du vote RN, il faut aussi le regarder, je dirais, vraiment, regarder les choses précises, pour qu'on puisse nous-mêmes avoir après, je dirais, un plan de travail de comment on va devoir, à un moment donné, contrer les idées d'extrême droite. Parce que c'est ça qui se joue, là, les 10 mois devant nous, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, de réfléchir ensemble, où est-ce qu'il faut qu'on aille travailler. Et, je le dirais, il y a le 4e bloc, hein, le bloc extrême droite, le bloc de la bourgeoisie, et puis le bloc de la gauche de rupture, et il y a un 4e bloc, c'est l'abstention. Et c'est là qu'il faut qu'on aille travailler aussi. Parce que c'est dans l'abstention, bien souvent, que l'électorat de gauche, déçu de l'ancienne gauche, la gauche molle, je vais le dire comme ça, eh bien, s'est réfugié dans l'abstention. Et donc, si on veut combattre l'extrême droite, il faut qu'on s'adresse à ce 4e bloc. Moi, je vais vous parler de la Haute-Vienne. Non, mais donc, la Haute-Vienne, je trouve que c'est intéressant pour comprendre aussi les dynamiques Rassemblement national, parce qu'en Haute-Vienne, on a 3 circonscriptions. Donc, bon, la Haute-Vienne, vous avez Limoges en plein milieu, et Limoges elle-même est découpée en 3 morceaux. Donc, chaque circonscription a un bout de Limoges. Vous avez la première circonscription qui est au sud-est, donc qui est remportée par le camarade insoumis Damien Maudet. Ici, c'est une circonscription avec un morceau des plateaux de Millevaches, territoire plutôt historiquement de gauche, donc les campagnes résistent encore, et il y a la culture qui joue un rôle fondamental pour la lutte contre le rassemblement, la montée du Rassemblement national en ce sens. Et puis vous avez aussi une grande partie de Limoges, avec notamment des quartiers populaires, qui fait qu'on a une circonscription qui résiste plutôt à la montée du RN. Bien sûr, le RN continue à y monter comme partout, mais moins vite qu'ailleurs, parce que vous avez à la fois cet aspect culturel, historique, et la partie citadine qui préserve un petit peu plus. Vous avez ensuite la seconde circonscription, au sud-ouest. Ici, c'est bien le Nouveau Front Populaire qui a gagné également, mais avec
un collègue socialiste qui s'appelle Stéphane Delautrette. Alors ici, vous avez aussi un morceau de Limoges, un peu moins conséquent, mais vous avez surtout des ruralités dynamiques. Vous avez Saint-Junien, Saint-Thierry-la-Perche, Rochechouart, donc vous avez eu un entretien historique des services publics, une accessibilité des commerces. Bref, l'État a tout de même maintenu un certain effort pour faire en sorte que les ruralités puissent offrir des services publics. Et puis vous avez la 3e circonscription de la Haute-Vienne, qui est donc la mienne, le nord du département, donc avec également une partie de Limoges, et puis énormément de communes. Et plus vous montez dans le nord du département, plus vous vous éloignez de Limoges, et plus vous ressentez un sentiment d'abandon très fort de la part des citoyennes et citoyens. Et ça se vérifie. La casse des services publics, le nord de la Haute-Vienne, il en a fait les frais depuis des années et des années. Quand il fallait fermer une école, c'était dans le nord. Quand il fallait fermer des usines, etc., c'était dans le nord. Quand il faut aujourd'hui mettre des éoliennes en cascade sans concertation citoyenne aucune, parce que c'est pas qu'on est contre les énergies renouvelables, c'est une question de concertation citoyenne et d'agrivoltaïsme, etc., c'est dans le nord du département. Et donc, en conséquence, alors je vous laisse deviner, où est-ce que le RN a monté le plus rapidement depuis ces dernières années ? Dans le nord du département, voilà. Dans le nord du département. Et en fait, il n'y a évidemment pas de hasard, à mon sens. D'ailleurs, l'étude aussi de Cagé et Piketty qui a mis en relation les zones où le vote RN est fort et les zones où les services publics ont été détruits le plus, il y a une corrélation qui s'observe et qui se vérifie, en l'occurrence, en Haute-Vienne. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard, mais il y a aussi une grosse corrélation à voir en ce sens. La montée du vote RN, elle se fait aussi sur un terreau social, en fait, un terreau de détresse sociale, de sentiment d'abandon réel des reculs des services publics de la part de l'État. Et ensuite, évidemment, le RN arrive là, il donne des arguments à base de division de la population, des arguments très simplistes en disant on va améliorer vos conditions sociales, parce qu'en fait, le responsable, c'est l'étranger, c'est l'immigré, etc. Nous, on sait prouver que en fait, c'est pas ça. On sait que la désindustrialisation, c'est pas l'immigration. On sait que la fuite des emplois des usines et la délocalisation, c'est Bernard Arnault, et c'est certainement pas le migrant qui a essayé de traverser la Méditerranée. On sait tout ça, mais malheureusement, le discours du Rassemblement national, il est diffusé tout le temps, largement, et il arrange aussi la classe bourgeoise qui préfère bien voir arriver demain au pouvoir le Rassemblement national qui préservera ses intérêts, qu'une gauche qui remettra en question justement la redistribution des richesses, etc. Donc il n'y a pas de hasard en ce sens. Et autre chose aussi, encore une fois, il faut que la gauche se questionne, et notamment une certaine gauche, qui a pu accéder au pouvoir et qui a évidemment déçu. Et je reviens sur les problématiques d'écologie bourgeoise qui sont au cœur du sujet aujourd'hui, mais par exemple, je vais prendre un exemple un petit peu explosif, les néonicotinoïdes. L'acétamipride, bien. Bon, ça c'est pareil, c'est au cœur des débats, loi du plomb, etc. En France, on les a interdits, les néonicotinoïdes. On est le seul pays de l'Europe à l'avoir fait. Évidemment, il fallait le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une problématique de santé publique derrière qui est absolument fondamentale. On a reçu, nous, à l'Assemblée nationale, des chercheurs, des chercheuses qui nous ont dit il y a un danger manifeste pour la santé, en premier lieu d'ailleurs des applicateurs et applicatrices, donc des agriculteurs et agricultrices. Il faut arrêter l'emploi de ces néonicotinoïdes, aussi pour des questions environnementales, etc. C'est le gouvernement de M. François Hollande qui met en place cette interdiction des néonicotinoïdes. On l'aurait fait aussi, mais on ne l'aurait pas fait comme ça, en fait. Parce que là, si vous interdisez les néonicotinoïdes, sans mettre aucun mécanisme de protection économique derrière, en continuant à avoir des tarifs douaniers préférentiels sur l'import des noisettes, parce qu'on a beaucoup parlé de la filière noisette qui n'est plus compétitive à l'international, etc. C'est vrai, il y a des tarifs douaniers préférentiels pour importer des noisettes de Turquie. Bon, mais c'est pas que l'acétamipride. La Turquie, ils produisent aussi des noisettes en faisant contribuer des enfants. Je crois qu'on n'a pas prévu de faire ça en France pour être plus compétitif demain. Sinon, arrêtez-moi tout de suite. Mais donc, la question de la compétitivité, elle ne peut pas se régler comme ça. Enfin, elle ne peut pas être le cœur, en fait. Elle ne peut pas être le cœur de notre politique agricole. Le cœur de notre politique agricole à gauche, ça doit être de poser la base d'un protectionnisme économique,
de dire l'agriculture, en fait, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. On ne peut pas faire peser en permanence des injonctions contradictoires sur les agriculteurs et agricultrices. Écoutez, soyez compétitifs parce qu'on est dans un système libéral qu'on entretient, capitaliste, etc. Soyez compétitifs, par contre, soyez compétitifs avec ce système de 50 000 bœufs, là. Par contre, respectez telle norme environnementale, soyez vertueux, faites sans tel produit, etc. Ça n'existe pas, en fait. Enfin, si, ça existe, et ça mène aux contestations qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on dit il faut d'abord poser la base d'un protectionnisme économique clair, mais oui, ça demande le courage politique de sortir du système ultralibéral, et ensuite, l'agriculture pourra respecter des normes écologiques et sociales et environnementales et de santé mieux disantes parce qu'on aura protégé l'agriculture, parce qu'on aura protégé l'emploi, parce qu'on aura protégé le prix de l'agriculteur, de l'agricultrice au cœur. Et donc la gauche aussi a déçu en ce sens, enfin une certaine gauche, en l'occurrence M. François Hollande pour ne pas le citer, évidemment, et ça a des répercussions aussi directement dans les ruralités. Je ne veux pas du tout réduire la ruralité à l'agriculture, hein, surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, l'agriculture a un rôle fondamental dans les ruralités, en ce sens que les agriculteurs et agricultrices sont des émetteurs très importants des ruralités, qu'ils constituent aussi les paysages, et puis qu'il y a une certaine forme de symbolisme de ce que ça représente, que la valeur travail, que justement le paysage, que des populations qui contribuent aussi à fournir des emplois sur les territoires. Et en ce sens, l'agriculture, bon, elle est centrale pour les agriculteurs et les agricultrices, et puis pour nous, parce qu'il conditionne notre santé, notre environnement, etc. Donc c'est pas un petit sujet. Et le protectionnisme économique comme base, c'est la base. Merci. Merci. Un petit mot là-dessus, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit, des lectures de sociologie que j'ai faites récemment sur le sujet du racisme. J'en retiens une synthèse qui est que le vote d'extrême droite est une combinaison entre un racisme qui est quand même réel, qui est ancré, qui sert de grille de lecture et d'interprétation du monde à des populations situées, et l'épreuve d'une dépossession concrète qui est recodée derrière en ressentiment nationaliste. Et du coup, les trois leçons que j'en tire, c'est bon, le premier, c'est quand même qu'il y a des fâchés qui sont réellement fachos, quand même, en réalité. Et à mon sens, l'expression du racisme, il doit être sanctionné comme tel, immédiatement, y compris dans la sphère infrapolitique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser passer les remarques racistes dans les conversations ordinaires. On ne peut pas s'indigner contre ces news et quand il y a du racisme dans les médias et laisser passer ça tranquillement quand c'est chez nos voisins, au prétexte que d'ailleurs ce serait des membres ou des foyers appartenant aux classes populaires. Genre, le fait d'être une population précaire, c'est pas une excuse pour faire subir la violence du racisme à autrui. Et je pense que le réflexe de laisser couler, parce qu'évidemment derrière il y a des déterminants socio-économiques, ça contribue en fait à la banalisation et à l'acceptabilité sociale progressive du racisme qui s'est installé dans le pays. Donc après, on peut avoir une démarche sociologique de compréhension, évidemment, des causes structurelles du racisme, mais au niveau de la manifestation concrète, je pense que ce sont des comportements qui doivent être sanctionnés immédiatement et concrètement. Moi, par exemple, je donne une anecdote un peu à la con, mais je m'étais tordu la cheville. Il y a un club de badminton associatif où je vais, où il y a un brassage de génération, de population. Bon, je m'étais tordu la cheville là-bas, je me suis retrouvé chez un infirmier. On a commencé à plaisanter entre gens de bonne compagnie sur ma carrière de joueur de badminton et tout. Et on parlait du coup du match de l'équipe de France qui devait avoir lieu. Et il me disait, de toute façon, t'as pas la bonne couleur de peau pour entrer en sélection nationale. Parce que, sous-entendu, ils sont tous noirs et rebeux. Bon, bah, je me suis barré en fait. Parce qu'à mon avis, on peut pas juste tolérer ce genre de truc. La deuxième leçon, c'est qu'il faut remettre de l'explication de classe en permanence dans les discussions politiques et les discussions sociales les plus ordinaires qu'on peut avoir. Et renommer les adversaires, le capital, le gouvernement macroniste, les politiques néolibérales, la casse des services publics, et ça, il faut le faire en permanence. Du coup, j'ai un petit point de vigilance sur la manière dont est traitée aussi la différence entre métropole et ruralité. Pour moi, le clivage territorial, il ne doit pas devenir prépondérant, notamment dans la thématisation politique, sur le clivage de classe. Donc, pour moi, il faut rester vigilant là-dessus.
Et concernant l'écologie, bah voilà, c'était une erreur de séparer l'écologie de la lutte des classes, parce que ça donne une écologie bourgeoise qui, à mon avis, est l'un des moteurs du Rassemblement national de manière extrêmement concrète. Je me souviens, il y avait des inondations, je ne sais plus en quelle année, où il y avait tout un reportage, une enquête du Monde dans le Nord, qui demandait aux habitants, c'était pendant les élections européennes, qui demandait aux habitants sinistrés si du coup ils allaient voter écolo. Ils disaient tous non, quoi. Et ils disaient non, nous allons voter Rassemblement national parce que c'est là qu'il y a une cohérence par rapport à nos situations sociales concrètes. Et puis il y avait un rejet de cette forme d'écologie. Et la troisième leçon, bah, c'est de recréer des sociabilités palliatives. C'est pas un très beau mot, mais voilà, recréer de la sociabilité concrète. Moi, à Port-Louis, où j'habite, par exemple, on a décidé de faire un ciné-club, et pas un ciné-club ARSM, mais un ciné-club populaire. On ne garde pas la carte électorale des gens à l'entrée, évidemment. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent, notamment du quartier réputé un petit peu facho, et qui sortent de chez elles, et qui rencontrent d'autres gens. Et ça fait du brassage, et ils sont désenclavés un petit peu de leur solitude et réintégrés en fait à des micro-formats de l'humanisme le plus élémentaire. Et donc je pense que ça permet de contrer en fait la dérive dans les affects racistes et nationalistes. Et évidemment, les sociabilités militantes, c'est aussi une bonne parade à ça, y compris sur le plan écologique, pour le coup, contre les grands projets inutiles, ou ce qui a permis de coordonner les soulèvements de la terre ou les luttes locales. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont avoir un intérêt concret à défendre une forêt, ça peut être des chasseurs, des naturalistes, et donc qui vont finalement se retrouver sur un partage de valeurs, alors qu'ils pouvaient être antagonistes de prime abord au début, avant d'entrer dans la lutte. Ouais, du coup peut-être une dernière question, un dernier thème. D'ailleurs, on peut en croiser plusieurs parce que quelqu'un a abordé le fait qu'il ne fallait pas opposer nécessairement urbain et rural. Et voilà, il y avait ce thème-là de en quoi finalement est-ce que les aspirations, les attentes et les politiques publiques qui y répondent, des urbains et des ruraux ne sont absolument pas opposés, mais sont totalement convergentes. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression en tant que militant. Alors, je ne sais pas, vous, quelles sont vos impressions. Et notamment, une des convergences, c'est sur la question de la désertification. On sait que les déserts médicaux, c'est pas que à la campagne en vérité. C'est aussi dans les banlieues des grandes métropoles, notamment en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et on sait que les déserts scolaires, puisqu'aujourd'hui on parle de déserts scolaires, non seulement c'est à la campagne, mais c'est aussi en Seine-Saint-Denis où on a des établissements scolaires qui sont extrêmement dégradés, où on a des professeurs qui ne sont pas remplacés. Et donc en fait, voilà, là aussi, sur cette question de l'éducation, on a une convergence. Alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus à nous faire? Ouais, Catherine, ouais. Je te rejoins complètement dans ce que tu viens d'introduire comme la santé, elle est cassée partout. Les transports publics, alors ouais, on n'en a pas beaucoup, ou même pas du tout, mais sincèrement, je ne sais pas si vous avez vu là, la semaine où il a fait la canicule en région parisienne, mais c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce qui fait comme différence? C'est à un moment donné, alors j'aime pas utiliser ce terme parce que je trouve qu'il est trop technocratique. C'est la question de l'aménagement du territoire. Mais j'aime pas bien utiliser ce terme-là. Et cet aménagement qu'on a aujourd'hui, il découle de quoi? Il découle de politiques publiques qui ont été menées depuis 50 ans, 60 ans, de tout ce qui a été dit, de casse des services publics dans nos territoires, et ça se fait encore peut-être plus violemment sentir, je vais le dire comme ça. Pourquoi il y a une différence entre urbain et nos territoires? Moi, je pense que c'est essentiellement la question de l'éclatement de l'habitat, de la désertification de nos territoires qui amène à encore plus de difficultés dans nos territoires. Mais moi, j'ai un bon espoir. J'ai un bon espoir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une population qui revient dans nos territoires.
Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à justement, et c'est peut-être là que se trouve justement cette nouvelle France aussi, qui a évolué, on a changé. C'est dans nos territoires, eh bien, les femmes, de plus en plus de femmes, travaillent, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Mais quel type d'emploi elles ont? Elles ont des emplois qui sont de plus en plus précaires. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit capable de prendre en compte cette évolution, je dirais, de la sociologie et de l'aménagement des services, des politiques publiques, je vais le dire comme ça, pour justement bien comprendre à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Et moi, j'insiste, hein, c'est des événements comme celui-là qui vont nous permettre de... Il faut qu'on les multiplie partout, partout, partout. Il faut qu'on arrive à avoir ces débats entre nous dans justement des lieux où c'est plus difficile de rassembler les citoyens pour pouvoir discuter. Peu importe, même si on est 20, 30 dans un petit bourg, eh bien faisons-le. Parce que c'est comme ça qu'on combattra justement les idées d'extrême droite et qu'on combattra aussi ce système qui est en train de nous broyer, qui s'appelle le capitalisme. Je voudrais revenir sur ce que disait Clément sur l'extrême droite et sur la banalisation parfois de comportements. Vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé à Royères au 15 août l'an dernier. Cette chasse aux nègres, vous vous souvenez? Voilà, c'est ça la banalisation. Un jeune racisé qui est pris à partie par un groupe de personnes qui ont considéré qu'il n'avait rien à faire là. Et ça, moi je suis désolée, il ne faut pas qu'on passe, malheureusement. La procureure, elle a dit, mais ce n'était pas un acte raciste. Et donc, pas de poursuite. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin justement aussi de politiser ces faits-là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a fait le rassemblement à Royères, il y a eu un rassemblement, les gens disaient « Ah, c'est pas bien ce qui s'est passé ». Nous, la France Insoumise, on est venus avec les militants et on avait nos drapeaux. Et qu'est-ce qu'on s'est entendu dire? Ah, mais ça, ce qui s'est passé, c'est pas politique. Bah si, c'est politique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à justement... faut rien lâcher là-dessus. Sur les actes racistes, sur les propos. C'est comme sur les propos en direction des femmes, le sexisme et ainsi de suite. C'est pareil. C'est pareil. Ne lâchons rien. Ben, merci beaucoup. Je suis désolée, on n'a plus énormément de temps. Donc je vais poser une dernière petite question avant de passer aux questions du public. Donc la question, c'est surtout pour Manon Meunier, mais je pense que Catherine, tu sauras y répondre aussi. C'est en quoi le programme de l'avenir en commun de la France Insoumise, porté par Jean-Luc Mélenchon, répond-il le mieux aux aspirations des ruraux? Allez, très bonne question. Bon, ben, je crois qu'on vient de le dessiner, en fait. Enfin, il faut qu'on regarde justement quels sont les faits en ruralité, qu'est-ce qui nous rassemble. On voit que c'est justement le déclin des services publics. On voit que c'est l'accaparement des outils de production en agriculture par le grand capital, par des firmes. On voit que c'est la désindustrialisation, la fuite en avant des emplois qui sont délocalisés à l'autre bout du monde. Bon, bah ça, c'est clair et net. C'est un programme d'ultralibéralisme pour tout le monde, qui est porté aujourd'hui par les macronistes, qui est porté par les républicains et qui est aussi, rappelons-le, porté par le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est très clairement des ultralibéraux, le racisme en plus. Et ça se voit dans leur vote à l'Assemblée. Et ça se voit d'autant plus que vous avez eu une grande alliance entre Jordan Bardella et Éric Ciotti, parce que c'est Vincent Bolloré qui a mis tout le monde autour de la table en disant « Écoutez les gars, là il va falloir une alliance des droites maintenant, parce que nous on veut surtout pas perdre nos intérêts de riches, donc il va falloir que là la France Insoumise commence à trop monter dans les sondages, donc on va s'organiser entre nous. Vous prenez le programme économique de LR qui nous arrange bien, qui protège nos intérêts, gardez le racisme et les mesures racistes du Rassemblement national, et ça donne cette grande alliance ciotiste jusqu'à Bardella et tout ce qui s'ensuit.
avec, aujourd'hui on le voit, hein, les Bolloré jusqu'à Bernard Arnault qui ont choisi leur candidat. Et la seule façon, en réalité, de rompre avec ce système, c'est de remettre en question, encore une fois, cet ordre capitaliste, cet ordre ultralibéral, qui est le premier responsable de la destruction des services publics, parce que c'est quand vous votez à l'Assemblée nationale pour faire des économies au niveau des dépenses, arrêter d'aller prendre l'argent chez les plus riches, supprimer l'impôt sur la fortune, donner des aides spécifiques à des multinationales qui exportent déjà massivement leur production, etc. C'est des mesures bourgeoises qui sont faites pour la bourgeoisie, et vous avez en parallèle de moins en moins d'argent pour les services publics, de moins en moins d'argent pour les hôpitaux, et de plus en plus vous alimentez un système de cliniques privées, d'écoles privées, et donc un système fortement inégalitaire du chacun pour soi. Débrouillez-vous, le sens du service public n'existe plus. Donc la seule façon de lutter contre ça, c'est bien justement de mettre au pouvoir demain un parti, un pouvoir, un groupe, une équipe qui va être capable de remettre de l'ordre là-dedans, d'aller effectivement chercher les richesses là où elles sont dans ce pays, d'avoir le courage de tenir sur les traités de libre-échange, de remettre en question les traités de libre-échange, de remettre en question la désindustrialisation à outrance, de protéger, je disais tout à l'heure, le protectionnisme économique comme base, de sortir en fait de cet ordre capitaliste. Et ça, c'est bien le programme de la France Insoumise et en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon pour 2027 qui le porte aujourd'hui. Et j'aimerais terminer par une note d'optimisme aussi par rapport au Rassemblement national, etc. Et est-ce que c'est possible d'y arriver ? On a des exemples de lutte qui fonctionnent. Et on a des exemples de lutte qui fonctionnent en ruralité aussi. J'aimerais prendre ce qui s'est passé dans le nord de Vienne il n'y a pas longtemps. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent ici. Il y a eu une grosse lutte qui s'est organisée sur les points d'apport volontaires. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est un système très inégalitaire de gestion de déchets. En fait, c'est le service public de collecte des déchets qui se déconstitue plutôt. Et on dit aux gens, vous allez devoir apporter vos déchets à des points d'apport volontaires, comme on fait souvent aussi dans les ruralités pour les déchets recyclables. Sauf que les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, elles ne peuvent pas. Et donc, vous créez une grosse disparité autour des services publics. Écoutez, c'est la première fois que je voyais à Magnac-Laval 300 personnes en réunion publique quand certains avaient tout fait pour justement étouffer les réunions. Vous avez eu une énorme convergence de tous ces gens qui se mobilisaient pour la préservation d'un service public de qualité et digne. Et ça a mené au municipal à un basculement de beaucoup de municipalités, justement. Et c'est la gauche qui était présente sur le terrain, sur ces sujets-là, pour porter des revendications autres, pour porter le fait qu'on puisse avoir un service public de qualité. Et aujourd'hui, vous avez la communauté de communes qui a basculé depuis les dernières élections et qui essaye de remettre en place un autre système plus égalitaire et un service public dans le bon sens. Et ça, il ne faut pas s'y tromper, le Rassemblement national n'était pas là sur le terrain, tout comme le Rassemblement national n'était pas là. J'en parle aussi, mais c'est un exemple que vous pouvez utiliser très clair qui montre où est le Rassemblement national. La crise de la dermatose nodulaire contagieuse, ça a été une crise sociale et un mouvement social d'ampleur où vous aviez partout sous les ponts des agriculteurs qui se sont organisés, mais pas que, parce que vous avez énormément de ruraux qui sont venus soutenir, des cuisiniers qui venaient faire à manger ici, des musiciens, des artistes qui venaient mettre de l'ambiance. Vous aviez une très large convergence. Le Rassemblement national, il n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là, le Rassemblement national ? Parce que la FNSEA, ça vous dit quelque chose ? La FNSEA, c'est le syndicat majoritaire. Alors, vous avez beaucoup de monde à la FNSEA. Vous avez aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont à la FNSEA et qui subissent les politiques de la FNSEA. Et puis vous avez la direction de la FNSEA, Arnaud Rousseau, un géant céréalier qui exporte ses productions et qui a des intérêts à l'international, qui lui préserve bien les intérêts de l'agro-industrie. Il a dit: l'abattage total, on continue, on ne va pas arrêter là, non, parce que c'est trop compliqué après sur les intérêts internationaux commerciaux, et puis on ne va surtout pas aller mettre de l'argent pour préserver l'élevage bovin. Là, la plupart des éleveurs, ils ont moins de 100 vaches dans leur troupeau, ils ne sont pas du tout compétitifs. Arnaud Rousseau, l'élevage bovin, il n'en a rien à péter, excusez-moi, parce que ça ne rapporte pas pour lui, ça assure notre souveraineté alimentaire, mais ça ne lui rapporte rien. Le Rassemblement national n'était pas là, parce que le Rassemblement national obéit à la FNSEA, parce que le Rassemblement national obéit à l'ordre capital. Et donc, même sur des thématiques agricoles qui rassemblent largement le peuple, si le capital donne un ordre au RN, le RN suit. Et ça, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le fasse savoir. Et quand on le fait savoir, il y a des luttes qui s'organisent, on réussit à faire changer les choses, et on réussit à la fin à se retrouver avec ceux qui ont des intérêts de classe communs. Et en 2027, avec ça, on va gagner.
Ouais, merci Manon. Je vais peut-être ajouter un élément important du programme. On a beaucoup parlé du danger de l'extrême droite, mais le deuxième danger de la vie sur Terre, c'est le réchauffement climatique. C'est ça quand même. Et le programme c'est un programme de rupture justement. Et c'est la question de la planification écologique dans toute notre réflexion sur tous les domaines. Je vous inviterai vraiment. Le programme vous le savez, il a été soumis à contribution. Je crois que c'est plus de 40 000 contributions citoyennes. Hein. Et là, il est en train d'être... la synthèse est en cours. Et le programme sera disponible. Normalement, il y aura une grande présentation, bien évidemment, aux amphis. Et au mois d'octobre, vous aurez la possibilité de pouvoir le découvrir dans le livre, comme à chaque échéance politique. Donc, je vous invite vraiment à regarder bien cette notion très, très importante de la planification écologique, qui est le fil conducteur de notre programme. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Manon. Pour terminer, on va passer aux questions du public. On en prendra une, peut-être deux. Et Catherine aura une petite chose à nous dire, donc partez pas tout de suite après les questions, s'il vous plaît. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ? Je pense qu'il y a un élément qui a été On peut fortement passer au souligné, micro. c'est le simplisme. Parce que le simplisme, ça débouche sur les boucs émissaires. Les boucs émissaires, ça débouche sur la personnalisation. Et en termes de raisonnement, c'est bien que c'est un peu de la culture quelque part, mais en termes de raisonnement, plus on simplifie, moins on avance. Et la montée du RN, elle est quand même très souvent corrélée avec le simplisme des idées et des réflexions. On le voit sur l'ensemble des problèmes agricoles dont on parlait. C'est vrai que si on parle de la Turquie, on va dire dans la Turquie, il y a des aides importantes, enfin, des suppressions de droits de douane, mais la Turquie a aussi 6 hectares de moyenne d'exploitation, alors qu'en France, c'est 70 hectares. Donc si on ne dit pas tous les éléments, ça devient quand même très, très compliqué d'avoir une idée. Comme le monde, c'est quand même très, très compliqué depuis quelques décennies, et ben, on ne peut pas se casser la tête parce que plus on se pose de questions et moins on a de réponses, ben, finalement, on va vers le simplisme. Et le simplisme, c'est la définition du Front National à fond. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Au-delà du simplisme, je pense quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des causes sociales profondes et que les militants doivent quand même essayer de les comprendre s'ils veulent les combattre. Parce que bon, tu t'es exprimé, Clément, et puis Catherine aussi, sur ce qu'on peut faire pour lutter contre le RN. Si on part du constat que le RN, dans les mondes ruraux notamment, le vote RN s'explique par la crise des sociabilités populaires, l'anomie sociale dans les mondes bureaux, ce qui a été montré par un certain nombre de travaux. Alors, il faut de fait, comme tu disais à travers le ciné-club, il me semble, participer à entretenir dans nos territoires les sociabilités populaires, organiser des moments conviviaux, des banquets, des fêtes. Alors, comme là, mais aussi au-delà des militants. C'est en ça que le ciné-club, c'est intéressant, parce que ça va au-delà des appartenances politiques et ça permet de faire du commun, finalement. Un autre des facteurs qu'explique le vote RN, c'est le souci de reconnaissance, de respectabilité. Et là, je pense qu'il y a quand même un travail qui doit être fait à gauche pour réhabiliter l'éthos traditionnel des classes populaires, ce qui passe notamment peut-être par la réhabilitation de figures professionnelles, puisque historiquement, il y a quand même eu des figures comme le mineur, le cheminot, qui ont été associées à la gauche de manière très forte et qui étaient mises en avant. Aujourd'hui, c'est moins le cas, alors qu'il y a une recomposition des classes populaires. Par exemple, il y a dans la logistique, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, de jeunes hommes qui travaillent dans la logistique. Bon, il faudrait, à mon avis, mettre en avant les caristes à gauche, comme on mettait en avant les cheminots ou les mineurs. Enfin, bon, s'il y a des luttes de concurrence au travail entre Français immigrés, par exemple, mais pas uniquement, qui peuvent expliquer le vote RN, alors il me semble, par exemple, renforcer le syndicalisme,
Ça, c'est quand même les travaux de Julien Michy mettent en avant, il y a des syndicalistes, hein, il me semble ici, les travaux de Julien Michy mettent en avant que c'est un des facteurs qui permet de faire régresser le vote RN, puisque ça crée du commun entre les travailleurs. Et puis, Clément, tu l'as un peu évoqué, réactiver finalement les clivages nous le peuple, eux l'oligarchie, eux les élites, quoi, eux l'ordre capitaliste. Donc, afin d'unir les classes populaires contre véritablement ceux qui ont le pouvoir et qui expliquent les difficultés que rencontrent les classes populaires. Aussi militer pour des droits universels qui permettent d'unir les classes populaires. Donc on voit quand même, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, à la fois dans la pratique militante pour les militants, mais aussi en termes de programme au niveau des différentes organisations politiques de gauche pour véritablement combattre le RN. Il me semble qu'il faut, au-delà du simplisme, s'attaquer à ces causes sociales qui sont profondes. Je veux bien vous provoquer un petit peu. Oui, pour ne pas me faire lyncher, je vais préciser que j'ai quand même collé déjà pour Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, on a parlé d'écologie bourgeoise, ce qui est vrai. On a parlé de la gauche bourgeoise à juste titre. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour épargner la France insoumise bourgeoise, quoi? Quel vaccin, puisque on est dans les vaccins, quel vaccin pour éviter une France insoumise bourgeoise? Il y a quand même un risque. Bon. Normalement là c'est bon, ok très bien. Donc question, elle est pour Catherine. Tu as témoigné tout à l'heure que tu avais vécu une bonne partie de ta vie à la fois donc, dans la Creuse, à la fois en région parisienne, donc près des Yvelines. Effectivement, on a parlé de la destruction des services publics dans ces deux milieux-là. Mais la différence que je dois y constater nécessairement, c'est... Après, moi, je m'y connais assez peu, mais ça doit être la densité de population. Et j'aimerais savoir de quelle manière, dans ces deux milieux, on pourrait construire des nouveaux réseaux de mobilité par rapport aux destructions des services publics, vis-à-vis de cette densité qui serait différente. Ok, donc une question sur l'embourgeoisement de la France insoumise, et une question... Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Moi, je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce qu'on fait pas une Mitterrand bis au hasard? C'est un peu pour moi, ça aussi? Si tu... Enfin, ou Manon aussi. Manon, vas-y, Manon, je t'en prie. Non, moi je trouve que c'est une bonne question, une vraie question, une question importante, parce que à gauche, il y a aussi beaucoup de bourgeoisie culturelle. Je crois qu'on en souffre d'ailleurs, enfin, là de tout ce qu'on parle, d'écologie bourgeoise, etc., ou d'un certain militantisme aussi qui attend du purisme derrière de la part d'une certaine justement bourgeoisie intellectuelle. Il faut qu'on se pose ces questions en permanence. Alors comment ça marche? Ça marche en ayant des gens comme vous dans le public qui posent la question et qui permet qu'on se regarde et qu'on se dise il faut qu'on fasse attention, parce que je crois qu'en politique, la crise démocratique qu'on traverse, c'est d'abord une crise de la représentativité. C'est parce que dans cet hémicycle, vous n'avez quasiment que des bourgeoises et des bourgeois complètement déconnectés de ce que vivent les gens sur le terrain, que les gens ne se reconnaissent plus en la politique, ont de la méfiance envers la politique. Et il faut aussi qu'on se donne des objectifs, en fait. On se donne des objectifs à gauche de parité en termes de femmes-hommes. Alors, bon, laissez-moi vous dire que sur le papier, c'est bien. Dans les faits, il faudrait encore s'améliorer. Bien sûr, le sexisme est partout. Le classisme est partout aussi. Le classisme est partout. Et donc, il faut qu'on veille les uns les autres à aussi plus de parité sociale. Bon, on est quand même meilleurs que les autres. Si vous regardez la composition des rangs, si vous regardez justement les revenus qu'avaient les uns et les autres, je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Vous avez le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui vous permet de regarder combien les députés gagnaient en moyenne avant et donc de quelle classe sociale ils sont issus, de quel milieu ils sont issus. Et ça, c'est très important, mais sur nos rangs, on a eu...
On a eu Rachel Keke qui a été la première femme de ménage à accéder à l'Assemblée nationale. On a Mathilde Digné qui est la première ouvrière agricole à avoir accédé à l'Assemblée nationale. On a Caroline Fiat qui était la première aide-soignante aussi. En plus, c'est beaucoup d'exemples de femmes. C'est très bien parce que dans la crise de la représentativité, on n'a que 36% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, il faut qu'on y veille en permanence, y compris au sein des rangs de la France insoumise. Parce que s'il y a encore une chose qui est systémique, c'est aussi ça, c'est le classisme, c'est le patriarcat, c'est aussi le racisme. Il faut qu'on y veille également dans nos rangs. Et donc, c'est important de poser cette question. Merci. J'ai envie aussi de rajouter un élément, c'est le passage à la 6e République. C'est ça aussi, qui va aussi garantir à un moment donné que le pouvoir ne soit pas qu'entre les mains d'une, je dirais, une élite élue. Voilà. Il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on redonne le pouvoir aux citoyens. Et c'est les citoyens qui seront les meilleurs remparts, justement, des dérives que tu viens de pointer. Et pour répondre à la question sur la question des transports entre la zone très urbaine et nos territoires, je dirais que c'est la capacité à mettre des moyens et donc des budgets dans la question des services publics, que ce soit dans les territoires comme nous, où il faut absolument... Alors, de là à se dire on va réouvrir les petites lignes qui, d'ailleurs, sont devenues aujourd'hui des voies vertes, bien souvent. Il y a du chemin à parcourir, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la question de où est-ce qu'on concentre l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi, il est concentré dans les grandes métropoles et qu'on a besoin de mener justement une cohérence sur cette question aussi de où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille et comment on se déplace. Voilà. Et je reviens sur cette notion du fil conducteur de la planification écologique parce que ça en fait partie. Voilà. Et je voudrais répondre à une question qui a été posée, j'en profite que j'ai le micro, au même militant tout à l'heure qui nous a parlé de l'Afrique et de l'intervention de la France insoumise sur le colonialisme. Voilà. Moi, je t'invite simplement à regarder le travail que mène Nadège Abou-Mongoli sur cette question-là. Elle fait un travail formidable sur ce qui se passe en RDC, sur ce qui se passe dans toute l'Afrique et notamment sur la question de la francophonie. Et donc, on a besoin... Alors, je dis pas que c'est médiatisé, c'est porté aussi fort que les autres sujets sur la Kanaki ou en ce moment, mais on fait un travail et ces questions-là, à la France insoumise, sont prises en compte. Que ce soit, par exemple, Aurélien Taché, qui travaille aussi beaucoup sur cette question-là. Donc, franchement, je vous invite à aussi vous abonner. Vous savez... on est tous sur les réseaux sociaux et les députés ont tous leur canal Telegram. Et comme ça, vous pouvez voir leurs interventions, le travail qu'ils font. Franchement, ils font un travail vraiment remarquable. Oui, ce que je voulais dire, c'est surtout sur le retrait des troupes françaises en Afrique. C'est de ça, de la monnaie du franc CFA, mais aussi le retrait des troupes françaises en Afrique. Et là, à l'Assemblée nationale, on entend quelques voix, je suis d'accord avec toi. Oui, l'Orélien, mais il y a quelques voix, mais c'est pas... Oui. Sur votre question par rapport à l'embourgeoisement, enfin le risque en tout cas d'embourgeoisement de LFI, ce qu'on voit au niveau de l'électorat, c'est que si on regarde les dernières présidentielles, LFI, son électorat se caractérisait par son caractère interclassiste. C'est-à-dire que LFI faisait à peu près les mêmes scores dans les classes populaires, dans les classes moyennes, dans les classes supérieures. C'est ça, au niveau de l'électorat, c'est un premier élément. Après, au niveau des députés, tu l'as dit, Manon, il y a quand même une composition populaire, alors qui n'est pas à l'image de la société. Il y a beaucoup de progrès à faire. Non, mais c'est vraiment un vrai progrès, un vrai problème. Et il y a vraiment beaucoup de progrès à faire. Mais si on compare par rapport aux autres groupes,
c'est vrai qu'il y a une composition populaire qui est plus importante à la France insoumise par rapport aux autres groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et quand on regarde au niveau des militants maintenant, alors il y a des partis de gauche où il n'y a plus de base populaire. Si vous prenez le Parti socialiste, il n'y a plus que des cadres et des élus locaux. Ils n'ont plus du tout de base populaire. À LFI, il y a quand même des groupes d'action, il me semble, où il y a une base populaire, avec y compris des fractions des classes populaires qui sont mobilisées, mais on est quand même très loin du PC, par exemple, d'une certaine époque, où il y avait une base populaire qui était, il me semble, plus importante, quoi. Donc, à chaque fois, il faut être, à mon avis, voilà, dans la nuance sur ces questions-là. Sur la question, ruralité, ville. De fait, il y a des points communs entre les bourgs et les tours. Vous avez tout un développement dans le livre qui a été édité par l'Institut de la Boétie, Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche, sur ces enjeux-là, avec un sociologue spécialiste des quartiers populaires urbains, Pierre Gilbert, et d'autre part Clara Derville, qui, elle, pour le coup, a travaillé sur le retrait des services publics, cette fois-ci en milieu rural. Et donc, ils mettent en avant, en effet, tout un tas de points communs, la surreprésentation des classes populaires, les fréquentes circulations, tu en as dit 2 mots tout à l'heure, entre les HLM et puis un certain nombre de bourgs ruraux qui peuvent exister, ou du périurbain également, l'éloignement des bonnes écoles, la distance aux services publics, les problèmes de mobilité, les stratégies de débrouille aussi communes que peuvent développer dans ces 2 types de territoires les habitants, et puis des visions du monde social communes. Après, moi, je pense quand même qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a des points communs entre les villes et les campagnes. Il y a quand même des spécificités aussi des territoires. Et la France insoumise a, et je pense qu'on peut saluer ce travail, mis en avant les spécificités beaucoup cette dernière année. Par exemple, des quartiers populaires, il y a des spécificités en termes de rapport à la police, en termes de racisme, de discrimination, que souvent, qui concernent plus, pour des raisons sociales en fait, les habitants et démographiques, les habitants de ces quartiers par rapport peut-être à ceux des zones rurales et des territoires ruraux. Donc il me semble qu'on doit quand même s'atteler à ce territoire, à ce travail de voir quelles sont les spécificités, les besoins, les attentes, les aspirations qui sont spécifiques aux zones rurales et essayer d'y répondre. Alors on a vu par exemple à travers le mouvement des Gilets jaunes qu'un enjeu central c'est l'utilisation de la voiture. Et là c'est quand même pas exactement la même chose dans les quartiers populaires, il me semble, ou dans les zones rurales. Moi j'habite par exemple en bordure d'un quartier populaire, je peux aller à l'université à pied, je peux aller faire mes courses à pied. Quand on habite dans un hameau d'un quartier, en monde rural, c'est pas le cas. Bon, il y a quand même, ça veut pas dire qu'il y a quand même, il y a aussi une désertification dans les quartiers populaires. Mais vous voyez, il y a des enjeux autour de la voiture qui se posent quand même plus spécifiquement, il me semble, dans les zones rurales que dans les quartiers populaires. Et puis peut-être qu'il y a des enjeux autour de la rémunération du travail. Je sais que, notamment dans les cahiers de doléances, tu peux sans doute en parler mieux que moi, mais une des revendications qui est sortie des Gilets jaunes, c'est pouvoir vivre dignement de son travail. Et là aussi, il me semble que là-dessus, et ce que montraient Magali Della Souda et Nicolas Patin dans un article que vous pouvez retrouver en accès libre sur The Conversation, c'est que finalement, dans la dernière campagne présidentielle, alors que ça avait été un enjeu central dans le mouvement des Gilets jaunes, dans les grandes lignes, c'était quand même pas trop ressorti dans la campagne. Donc là, il me semble que là-dessus, il y a un vrai travail aussi qui est à mener par la France insoumise et par les autres forces politiques si elles souhaitent mener ce travail. Bonjour. Et je pensais 5e République, et ce qui est l'intérêt de LFI, c'est de mettre en place effectivement une 6e République, d'autant que je regardais un reportage dernièrement où la Macronie a placé ses pions partout au Conseil constitutionnel, dans toutes les instances en fait constitutionnelles, même si LFI remportait les élections, ce que je souhaite vraiment vivement. Le souci, c'est qu'il y a plein d'endroits où, de toute manière, ça va être compliqué de mettre en place les projets si on ne crée pas cette 6e République. Donc, il va falloir vraiment qu'on mette ça en avant quand on milite aussi auprès des gens, quoi. Essayer de leur faire prendre conscience que là, tout est verrouillé dans la 5e, et que ça a été mis en place depuis 10 ans, mais bien avant ça, mais fortement par la Macronie. Voilà, juste un petit mot. Je vous, Catherine, pour une petite allocution pour conclure cette table ronde. Ouais, je vais peut-être me mettre debout. Je vais me mettre debout pour quelques mots de... Alors, c'est pas une conclusion, hein, parce que alors là, franchement, voilà. J'interviens là, à ce moment-là, en tant que membre de la coordination du mouvement. Et vous le savez, donc je suis en charge
de l'espace développement territorial, c'est-à-dire la question du développement de la France insoumise dans toute la France. Je vais mettre mes lunettes, parce que si vous ne voulez pas que je vous parle pendant 3 quarts d'heure, je vais essayer de me limiter à mes quelques notes que j'ai sur... Bon, tout d'abord, moi je voudrais remercier les militants, parce que sans les militants, sans les camarades du service d'ordre, eh bien ce moment n'aurait pas existé. Donc on peut les applaudir. Et quelques mots sur la dynamique de la campagne. Ben, la campagne, vous le savez, Jean-Luc a annoncé sa candidature le 4 mai à 20h30 et nous avons lancé en même temps les soutiens populaires. C'est du jamais vu. 150 000 soutiens populaires en même pas 23 heures. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure le compteur, on était à 325 000 en 2 mois. Je rappelle simplement qu'en 2022, il avait fallu pratiquement 1 an pour atteindre ces 325 000. Et un chiffre, c'est que parmi ces soutiens, 60% n'étaient pas dans ce qu'on appelle un peu action populaire, nos bases de données de la France insoumise. C'est donc la preuve qu'il y avait énormément de citoyens qui attendaient la candidature et qu'on se lance dans la campagne. Donc, s'il y a 60%, c'est qu'à mon avis, il y a plein d'insoumis qui sont sur Action Populaire et qui n'ont encore pas signé le soutien à Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vous invite, je ne vais pas vous demander de lever la main, ceux qui ne l'ont pas fait, mais je vous invite à le faire parce que ça fait partie justement de continuer cette dynamique de campagne et donc aller sur mélenchon2027.fr. Cette dynamique, elle dépendra bien évidemment de notre capacité à élargir le corps militant pour faire campagne. Et là, je vais vous donner aussi quelques chiffres. C'est à peu près une moyenne de plus de 100 qui rejoignent nos groupes d'action. Donc c'est énorme. 100 par jour. 100 par jour. C'est ça qu'il faut voir. On est, je crois, à peu près 13 000 personnes qui ont rejoint les groupes d'action. Et c'est 460 nouveaux groupes d'action qui se sont créés en 2 mois. Mesurez cette dynamique pour pouvoir faire campagne. On voit partout, dans tous nos groupes d'action, des dizaines et des dizaines de jeunes, beaucoup de jeunes nous rejoignent. Et franchement, bravo à cette jeunesse qui a compris que le changement climatique, si on voulait à un moment donné s'y attaquer, eh bien il faut qu'on gagne en 2027. Et oui, il nous faut poursuivre, donc je le disais, ce soutien. Et si ce beau moment de convivialité liant débat politique, culture et fraternité, c'est parce que justement ici, il y a des militants qui ont décidé de créer un groupe d'action qui s'appelle le Val de Creuse. Bravo à eux, parce que sans Antoine et Auguste, eh bien ce moment peut-être aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Et aussi Alexis et tous les militants. Mais voilà, c'est la preuve qu'on a besoin de ces groupes d'action. Et ce moment, il existe, il a pu se tenir, parce que je voudrais quand même, comme l'a fait tout à l'heure Auguste, remercier Madame le maire, qui n'a pas cédé aux pressions de l'extrême droite pour interdire ce moment. Bravo à elle. Alors l'extrême droite, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais peut-être pas revenir sur le sujet. Et je vais dire quand même un petit mot. Parce que des moments, on parle souvent de l'extrême droite, l'ERN. Et il n'y a pas. L'UDR, de Ciotti, c'est les mêmes. C'est même leur discours. Moi, je vous invite sincèrement, si vous n'avez pas eu le temps, l'UDR, allez regarder ce qui s'est passé, écoutez leurs propos. La semaine dernière, le jeudi, c'était leur niche parlementaire, avec des textes racistes et fascistes. Et donc là, il y a vraiment nécessité à
bien mettre, je dirais, et l'UDR et l'extrême droite dans un même bloc. Et ici, comme en Creuse, dans l'Indre, dans le Cher, c'est le discours de qui? C'est cet homme, Pierre-Édouard Stérin, qui les finance, Périclès. Donc, mesurons bien l'importance aujourd'hui de l'UDR et de l'extrême droite. Oui, la seule force de gauche capable d'être au deuxième tour, bah, je dirais c'est nous, hein? On est d'accord? Oui. Allez. Et oui, on peut gagner au deuxième tour. Bien sûr qu'on peut gagner. Parce que la dynamique, elle est là. Elle est là, la dynamique. Je vais pas passer 2 heures à vous expliquer ce qui se passe au Parti Socialiste. Je sais même plus combien il y a de candidats. Les écologistes, c'est la débandade totale. Le PC, il a son congrès. Bon, allez, il y aura certainement un candidat du PCF. Mais moi, je voudrais faire surtout la dynamique, elle est chez nous. Et d'ailleurs, je fais une différence entre les instances de ces formations politiques et les militants et l'électorat. Pourquoi? Et il faut qu'on fasse cette différence. Il faut qu'on leur propose de nous rejoindre dans l'Alliance populaire que nous avons lancée déjà il y a plusieurs mois pour pouvoir renforcer, aller à la discussion avec les citoyens pour porter notre programme. Et je pense que si on fait ce travail, eh bien, on y arrivera. Vous l'avez déjà vu, les Verts populaires, qui sont une scission des écologistes, nous ont rejoints. Et le NPA vient d'annoncer qu'ils vont soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez bien que cette alliance populaire prend forme et il nous faut continuer. Non, donc il faut les inviter justement à participer à la victoire de la gauche de rupture. Quelques mots sur le déroulement de la campagne. Je vais profiter qu'on profite justement les quelques semaines là, ça va être un peu les vacances scolaires. Eh bien, il faut qu'on fasse partout des événements comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui, des événements festifs. Je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon sera le 14 juillet à Pimpon, dans l'île-et-Vilaine, toute petite commune. C'est bien la preuve qu'à la France Insoumise, on se préoccupe aussi des territoires ruraux, parce qu'on entend toujours « Ah, Mélenchon, il parle pas de la ruralité, c'est pas sa préoccupation. » Ben si, c'est notre préoccupation, et je pense que la discussion que nous avons eue aujourd'hui le montre. Derrière, dans les semaines qui viennent, bien évidemment, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu tenu des amphis locaux. Voilà. Et donc, toutes les formations politiques vont tenir leurs universités. Et bien nous, nos universités, c'est les amphis qui vont commencer du 16 avec les amphis jeunes, 16 août, et à partir du 20, les amphis pour tout le monde. Donc, comme tous les ans, à Valence. Et donc, ce sera l'occasion, justement, de faire notre rentrée politique, de présenter les grandes lignes du programme. Et puis surtout, cette campagne électorale, c'est une équipe. C'est une équipe qui s'est construite depuis déjà des années. On ne va pas revenir sur... on est passé d'un groupe... de 17 à 75 et 72. Donc on voit bien qu'il y a une équipe qui s'est constituée. Et une équipe, il y en a plein qui peuvent être ministres. C'est ça. Ah oui. Voilà. Qui ont la capacité. Maintenant, tu peux prendre le ministère de l'Agriculture. Ouais. Voilà. Et donc cette équipe, elle va se déployer dans tous les territoires avec une multitude de réunions publiques. Alors il y aura des petites réunions publiques, des grandes, et puis il y aura des grands événements. Et ça, bien évidemment, ces réunions seront autour
de notre programme L'avenir en commun. Alors, bon, le programme, je ne vais pas vous le détailler, mais je vais quand même revenir sur un sujet qui a été développé ces derniers jours. C'est au regard de... Alors, c'est pas nouveau hein, dans notre proposition, cette question d'organiser les régions par bassin versant. Et donc là, vous avez pu entendre l'allocution de Jean-Luc, je ne sais plus, ça devait être jeudi, je crois, sur donc, les écorégions. Et cette question des écorégions, ben, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'autour d'organiser les régions à partir des fleuves, à partir des bassins versants et des sous-bassins versants, parce que évidemment il faudra travailler le découpage, ça ne va pas se faire comme ça de jour au lendemain, mais tout simplement pourquoi ? Parce que sans eau, on ne vit pas. Voilà. La pollution de l'air, maintenant je pense on a parlé aussi tout à l'heure, la qualité des sols et la question de la protection de nos forêts, et ça c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, et déterminant. Les forêts aujourd'hui sont menacées, il suffit de regarder autour de nous avec le changement climatique. On voit bien que les forêts ont un rôle capital, et dans notamment, Jean-Luc a utilisé cette expression du climatiseur naturel. Ben oui, un arbre même en ville, c'est un lieu de fraîcheur. C'est un lieu où on peut se mettre à l'ombre. C'est un lieu qui fait baisser la température au lieu d'avoir du bitume partout. Et puis bien sûr, cette question des écorégions, ben, ça pose forcément la question derrière de notre santé. Et je ne développerai pas plus sur l'état de nos hôpitaux pour justement ne pas être trop long. Alors, quelques mots quand même sur ce qui va venir dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale. Tu me reprendras, non, si jamais je... Mais mardi, il va se passer beaucoup de choses le 7 juillet. 7 juillet, c'est, vous savez, c'est le fameux permis de tuer qui est remis à l'ordre du jour, hein, permis de tuer, c'est-à-dire plus d'enquête systématique lorsqu'il y aura un blessé ou un mort provoqué par... un policier ou un gendarme, ce n'est ni plus ni moins que ce qui existe aux États-Unis avec l'ICE. Il faut bien mesurer. Donc je vous invite pour continuer à... Il y a eu une pétition qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'on est déjà à 160 000 signatures. Ça monte d'heure en heure, et donc l'objectif c'est justement de poursuivre jusqu'à mardi la signature contre ce texte qui est catastrophique. Et puis bien sûr maintenant il y a ce fameux texte qu'on a parlé sur la loi d'urgence agricole. Le Sénat a réintroduit la loi du plomb. Ben, je dirais c'est là aussi on parle de permis de tuer. Mais c'est un permis de nous empoisonner qui est redonné. Donc là aussi, ce permis de nous empoisonner, eh bien, il vient en opposition à les 2 millions de citoyens qui avaient signé le texte contre la loi du plomb. Une première, 2 millions de citoyens. Eh bien, je pense qu'en tant que militants de la France Insoumise, nous avons des arguments pour justement aller nous adresser à ces électeurs et à continuer à porter la candidature de Jean-Luc et notre programme. Va venir aussi le texte sur les violences faites aux enfants et aux femmes. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Pour terminer, je voudrais qu'à cet instant, nous apportions tout notre soutien à Rima. Vous le savez, Rima Hassan est à nouveau convoqué, ça doit être la 9e fois je crois, devant le tribunal. C'est le mardi 7. Il y a un rassemblement à partir de... Donc si parmi vous, vous êtes en région parisienne à Paris, je vous invite à participer au rassemblement. Rima Hassan, à nouveau pour apologie du terrorisme. Là aussi, on voit bien que nos adversaires et nos adversaires d'extrême droite
en particulier, ont pour objectif de remettre en cause notre position que nous avons eue depuis le début sur le 7 octobre et sur le génocide à Gaza. Voilà, donc, eh bien non, nous apportons vraiment notre soutien à Rima et notre soutien aussi à Manon Aubry. Je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers jours, elle subit une vague d'insultes et de menaces de mort parce qu'elle s'attaque aux milliardaires. Et donc, franchement, je vous invite aussi à lui apporter notre soutien. Et je pense que c'est très important parce que, vous savez, des moments, quand on est militant et qu'on a une responsabilité politique nationale et voire européenne, subir au quotidien le harcèlement qu'elle subit, que ce soit Rima ou Manon, eh bien, il faut se serrer les coudes et il faut qu'on soit solidaire. Et puis, on va le 7 juillet, ça sera aussi le résultat du procès de qui vous savez. Aurons-nous Jordan de Monaco ou aurons-nous la lignée des Le Pen? Donc ça sera aussi un élément important du déroulement de la campagne, bien évidemment. Et je finirai par... alors ensemble ce soir, réaffirmons que nous ne céderons pas et que nous ne reculerons pas face aux idées d'extrême droite, et en particulier le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le patriarcat, et ainsi de suite. Voilà. Alors, ensemble, résistons et surtout participons tous à la campagne. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Je crois qu'il y a une table pour rejoindre les groupes d'action sur place. Il me semble que tu as dit tout à l'heure que c'était inscrit sur la table, inscrivez-vous sur les listes électorales. Donc rejoignez la France Insoumise, rejoignez. Je ne demande pas à ceux qui sont là, qui ne sont pas membres de la France Insoumise, mais venez comme vous êtes, venez pour porter le programme et ensemble, allons à la victoire. Merci à vous. Merci à vous d'être venus, merci à nos intervenantes et à nos intervenants. Et maintenant c'est l'heure d'aller se restaurer et puis plus tard de faire la fête.